ça va être
Bien, mesdames, messieurs, je vous propose de reprendre. Bien, merci. Je vous propose de reprendre nos travaux. Le quorum est atteint, j'imagine. Not at all. On fait rentrer les personnes qui sont dans les couloirs. Merci. Oui, exactement. Bien. Alors, le quorum est désormais atteint. On peut démarrer nos travaux de l'après-midi. Et nous arrivons, s'il vous plaît, merci, nous arrivons à la délibération sur les ressources, avec les finances, l'évaluation des politiques publiques et le dialogue de gestion. La délibération 47, participation 2023 de la métropole au syndicat mixte des mobilités de l'air grenobloise. Et la parole est à Raphaël Guerrero. La parole est au vice-président. Merci, Président. Quelques éléments pour présenter rapidement cette délibération. Se rappeler que le budget du SMAG est composé de deux budgets, le budget principal et deux budgets annexes relatifs aux mobilités urbaines et aux mobilités partagées, que les ressources du syndicat sont constituées du versement mobilité, mais aussi des recettes propres du syndicat, que chaque membre peut financer sur des participations complémentaires, tant en fonctionnement qu'en investissement. Cette année, le syndicat est impacté par les coûts de l'énergie et il est nécessaire de relever de 4 millions d'euros la subvention métropolitaine et ainsi porter pour 2023 la participation de la métropole au SMAG en fonctionnement à hauteur de 24,5 millions d'euros. À cela s'ajouterait, pour information, en 2023 et en investissement, 3 millions d'euros sur les mobilités urbaines, 660 500 euros au titre des charges d'investissement transférées et toujours les 15,75 millions d'euros relatifs aux sorties d'actifs, ce qui ferait un versement pour 2023 tant en fonctionnement qu'en investissement à hauteur de 43 910 500 euros. Quelques éléments prospectifs pour montrer le soutien de la métropole au SMAG ou de bilan. Sur la période 2014-2020, la métropole a versé au SMAG 197 millions d'euros et l'extrapolation sur le mandat 2020-2026 laisserait anticiper le versement non pas de 197 millions d'euros mais 304 millions d'euros. Donc la métropole accompagne le SMAG et sur la période 2020-2023, prenant en compte cette subvention de 24,5, la métropole verserait au SMAG 156 millions d'euros. Donc je voulais vous rappeler ces ordres de grandeur. Il s'agit aujourd'hui d'autoriser au versement des 24,5 millions d'euros en fonctionnement et de verser les 660 500 et les 3 millions d'euros en investissement. Je vous remercie. Merci. Y a-t-il demande de prise de parole sur ce sujet? Non? Eh bien, écoutez, je mets aux voix. Si? Ben oui. Merci. Jérôme Rubès. Merci, Monsieur le Président. Effectivement, nous allons voter une participation au SMAG en augmentation pour la métropole. En effet, l'explosion du prix de l'énergie en 2022 a entraîné une forte hausse des coûts d'exploitation du réseau de transport collectif et donc de la SPL MTAG. Cela ne compense d'ailleurs pas le déficit d'exploitation de 7 millions d'euros, qui est pourtant inférieur à la hausse de la facture énergétique, qui est de l'ordre de 13 millions d'euros. Cette inflation
vient s'ajouter aux difficultés liées à la baisse de fréquentation des transports collectifs depuis 2020 et la crise Covid. La perte de recettes lors des confinements a fait l'objet d'une avance remboursable de l'État et non d'une compensation. La nécessité de développer massivement et rapidement les transports collectifs et les modes actifs, a fortiori avec la mise en place de la ZFE, invite évidemment à une forte augmentation des ressources du SMAG, si possible en évitant de mettre à contribution les communes. Pourtant, le contexte vient éroder les capacités du SMAG à déployer ses politiques. Nous pensons que la métropole devra, dans les années qui viennent, dégager des moyens substantiels pour les politiques de transport. Mais nous devons également, encore une fois, rappeler que c'est l'État qui peut et doit créer aussi les conditions pour que les collectivités puissent mener ces politiques ambitieuses. Nous demandons aussi ainsi au SMAG de créer les conditions d'un dialogue avec le Grésivaudan et le Pays Voironnais pour travailler et aligner la taxe sur les versements mobilité. Merci. La parole est à Éric Piolle. Merci, Monsieur le Président. Dans la continuité de ce qui vient d'être exposé par Jérôme Rubès, je pense, il est important de rappeler que effectivement notre syndicat de mobilité est dans une situation financière qui est compliquée, qu'il y a une partie d'historique évidemment, qui est un héritage favorable. Je rappelle les investissements majeurs qui avaient été faits dans les années 2000 autour du tram C&D, dans les premières moitiés des années 2010 sur le tram E. Et puis, dans le dernier mandat, c'était plutôt là sur la sortie du diesel et donc des investissements majeurs sur le bus. Une fois qu'on a dit ça, il est important effectivement de rappeler les demandes que font les groupements d'organisateurs, le GART, le groupement des autorités de transport en direction de l'État. Ça a été rappelé, il y a une triple demande extrêmement forte, que les avances remboursables qui ont été données pour le Covid ne soient pas des avances remboursables, mais bien un accompagnement, c'est-à-dire une aide directe aux opérateurs de transport, aux autorités de transport. Deuxièmement, nous demandons toujours que la TVA soit ramenée à 5% pour le transport. Troisièmement, nous demandons un déplafonnement du versement mobilité pour pouvoir financer des éléments qui sont important en termes de transition énergétique sur les gaz à effet de serre, important en termes de capacité des territoires à accompagner, on en parlera juste après, la réduction de la pollution. Et donc, il faut rappeler cela. Il faut aussi, je pense, souligner le fait qu'en 2014, le SMTC percevait 73 millions d'euros d'aide des collectivités et de l'intercommunalité. C'était pour l'intercommunalité et le département à l'époque 73 millions d'euros, et que nous sommes aujourd'hui en deçà. Et qu'il faut aussi regarder notre contribution par rapport à ce qui était donné auparavant et se dire qu'en donnant moins, que ce soit collectivité pour le département ou intercommunalité ici, évidemment que ça vient gréver. On a souvent pointé les 100 millions d'euros de réduction de dette qui ne sont pas intervenus, mais le décalage entre ce qui était donné avant 2014 et ce qui a été donné depuis, on est sur 15 millions d'écart par an, revient à ces montants-là, et je crois que c'est important de le rappeler. Le rappeler à un moment où nous voulons, je crois, toutes et tous, appuyer sur les transports en commun et sur tout ce qui peut être fait de façon connexe par le syndicat de mobilité, sur une évolution de la mobilité, je le redis, sur les gaz à effet de serre, sur la pollution, sur la réduction des inégalités sociales. Président, vous avez prononcé en juillet 2020 pour la gratuité des plus fragiles. C'est quelque chose qui a été fait maintenant dans divers territoires, notamment sur la métropole de Lyon. Mais je crois que nous devons garder en tête ces mesures sociales, les mesures environnementales, que ce soit pour la pollution ou pour le climat, et garder en tête que notre territoire, nous sommes tous fiers de l'héritage qui nous a été transmis, un syndicat de mobilité fort, le 4e réseau de tramway de France, donc c'est très conséquent. Mais nous devons aussi regarder ce que nous faisons là pour l'avenir. Rien qu'en regardant le territoire lyonnais, c'est aujourd'hui 420 millions d'euros par an qui sont investis. Donc il faut diviser par 3 à peu près. La métropole de Lyon, c'est 3 fois la métropole de Grenoble. Ça serait 140 millions d'euros par an pour nous. Et c'est une contribution qui va monter à 200 millions d'euros de la part de la métropole
métropole de Lyon, soit, en divisant par 3 à nouveau, 66 millions d'euros à notre échelle. Donc nous mesurons que nous avons un héritage très fort, que les transports en commun et le syndicat de mobilité sont un élément majeur pour la constitution de notre territoire pour l'avenir, et que nous répétons le fait que d'une part, nous demandons collectivement, les autorités organisatrices de transport, à l'État des moyens et des sources de financement, mais que d'autre part, nous devrions réfléchir à une contribution qui ne soit pas juste que défensive. Nous accompagnons, nous avons monté notre contribution d'année en année ces dernières années pour combler les déficits et la hausse de l'énergie. Mais en fait, nous avons besoin de passer la barre pour continuer à ce que cet héritage prospère et que les transports en commun puissent accompagner notre territoire au mieux. La parole est à Laurent Tovist. Oui, merci Monsieur le Président. Bon, je pense que peut-être que le président du SMAC pourra revenir sur un certain nombre de propos, parce qu'on a exactement les mêmes débats ici qu'on les a au SMAG. Tout ce que vous venez d'évoquer, on l'a déjà évoqué au SMAG. Alors, le protocole d'accord avec le département, moi je veux bien, mais un protocole d'accord, pour le renégocier, il faut être deux. Il y a un protocole qui a été signé sur des bases qui étaient acceptées par tous à l'époque. Hein. Donc on peut effectivement se dire que collectivement, on va le renégocier, etc. Mais pour le renégocier, il faut être deux. Donc c'est pas en jetant des oucasses comme ça sur nos partenaires qu'on va réussir à renégocier quoi que ce soit. Sur le déplafonnement, moi je veux bien, mais c'est ce que disait Émilie tout à l'heure. Hein. Au final, il n'y a qu'un seul contribuable. C'est toujours le même. Que ça vienne de la métro, de nos communes, de l'État, ou etc., c'est toujours le même, le contribuable. Donc on peut toujours se dire que la solution, elle est forcément en allant chercher l'argent ailleurs. La réalité, c'est que l'argent ailleurs, il n'existe pas. L'argent, il vient toujours du même endroit, sur un territoire. Troisième point, moi j'entends parler à nouveau de la gratuité. Bon, on va avoir le débat sur la Convention citoyenne. Là aussi, moi je veux bien qu'on agite des totems, hein, comme ça. Bon, on a eu un rapport sur les mesures de gratuité qui ont été faites notamment à l'occasion des fêtes de Noël. Le taux de transformation en termes de report modal, il est extrêmement faible. Et ce que nous disent les gens, c'est pas on veut de la gratuité. Ce que nous disent les gens, c'est on veut un meilleur service. Alors, on veut un meilleur service en ayant moins de recettes. À un moment donné, il va falloir nous expliquer, en tout cas, quand on regarde les budgets du SMAG, on a à la fois un renouvellement de matériel qui se profile devant nous, y compris d'ailleurs sur des enjeux environnementaux, et en même temps, on nous dit ah bah oui, mais il faudra avoir, je crois que ça avait été fait à l'époque, c'est à peu près 60 millions d'euros de recettes en moins. Bon, il faudra nous expliquer d'où ils sortent, cet argent-là. Hein. Et puis, dernier point, sans être forcément des héros et des fanas de la performance, à un moment donné, on peut quand même pas, quand on gère des structures, on peut quand même pas ne pas s'interroger sur un certain nombre de faits. Quand on est en conseil d'administration, là, tous ceux qui siègent à la SPLM TAG, bah on voit, ça a été dit, là, il y a eu des articles dans la presse récemment, y compris du directeur, on a un taux de fraude qui reste extrêmement élevé. Et là, on est sorti du Covid. Hein. Bon, on a un taux d'absentéisme qui reste extrêmement élevé. Et là aussi, on est sorti du Covid. Donc, à un moment donné, on ne peut pas aller demander toujours d'aller chercher de l'argent à l'extérieur sans forcément s'interroger sur un certain nombre de politiques managériales, de politiques tarifaires, enfin voilà, tout ça, c'est pas la solution d'aller toujours chercher à l'extérieur les solutions, c'est pas ce que nous, en tout cas, nous préconisons. Merci. Y a-t-il d'autres demandes de prise de parole? Alain Carignon. Juste quelques mots, Monsieur le Président, concernant le SMAC. D'abord, la situation est connue. La part modale des transports en commun n'augmente plus depuis une dizaine d'années. Et c'est ça le véritable problème. Et se demander pourquoi. Est-ce que c'est par exemple parce que les transports en commun sont trop chers, ou plutôt est-ce que parce que le service ne s'est pas amélioré, il ne s'est pas développé, et qu'il n'y a pas eu un transfert d'une partie des usagers des transports en commun vers le vélo, ce qui fait que du point de vue de l'écologie au plan global, on n'aurait probablement pas énormément progressé, puisque la part modale donc, du vélo dans la métropole est de 7%. Si on voit qu'il y a la stabilisation
des transports en commun, la part modale à 16% n'a pas augmenté alors qu'elle prenait 2 ou 3 points par les périodes, on peut imaginer donc que la part modale du vélo a été celle qui s'est substituée à l'augmentation de la part des transports en commun. Donc tout ça n'est pas très satisfaisant. La situation, on la connaît. Il y a un retard d'investissement considérable de renouvellement du matériel qui a été accumulé ces dernières années et qu'il faut rattraper. Il y a un endettement également du SMAC qui est considérable, qui s'ajoute à l'endettement de la métropole, qui s'ajoute à l'endettement de la ville-centre. Tout ceci est quand même également globalement inquiétant. Et il y a effectivement le petit murmure, la petite culture ambiante concernant la gratuité, c'est-à-dire le transfert à l'impôt de 60 millions d'euros. Moi, je voudrais rappeler que ceux qui évoquent aujourd'hui la gratuité sont les mêmes qui ont voté le plan de déplacement urbain de 2019, proposé par M. Mongaburu, et qui prévoit qu'en 2030, la part contributive des usagers sera de 30%. Donc vous avez voté le financement des transports en commun pour partie par les usagers jusqu'en 2030. Il ne fallait pas voter un PDU qui prévoit cela, ou bien parce que dans ce cas-là, vous ne pouvez pas évoquer aujourd'hui en urgence la nécessité d'établir la gratuité. Voilà moi, les quelques remarques que je souhaitais faire sur ce dossier, en espérant que les transports collectifs trouveront un nouvel élan dans les années qui viennent, parce qu'effectivement, on a besoin de retrouver des transports collectifs attractifs, ce qui passe aussi au passage par une amélioration de la sécurité dans les transports. Pardon de constater qu'aujourd'hui, les transports collectifs, c'est presque la moitié, je crois que en tête, j'ai 40-45% d'utilisateurs qui sont des jeunes, donc plus probablement une grande partie de captifs, et donc il faut qu'ils redeviennent attractifs par leur développement et par la sécurisation. La parole est à Sylvain Laval. Merci, Monsieur le Président. Moi, je me félicite de ce débat aujourd'hui sur le SMAG et singulièrement sur son financement dans cette enceinte, puisque nous le savons, effectivement, c'est d'abord la métropole qui est la première concernée et donc le premier contributeur aux finances du SMAG. Et je voudrais peut-être ici commencer par là, parce que la métropole, depuis le début de cette mandature, progresse chaque année sur sa contribution au SMAG. Il y a chaque année une évolution positive et comme l'a souligné le vice-président tout à l'heure, nous avons 4 millions d'euros supplémentaires qui sont mis cette année dans le cadre de la dotation de la métropole au SMAG. Et je crois qu'il faut aussi le souligner, cette progression, encore une fois, elle est continue et elle s'adapte aux besoins. Donc je ne voudrais pas qu'on croie ici que la métropole ne contribuerait pas pour soutenir les besoins du SMAG sur le sujet. Après, on fait état effectivement d'évolutions entre ce qui a pu exister par le passé et ce qui existerait aujourd'hui. C'est très bien, mais il faut aussi rappeler les évolutions, notamment les évolutions institutionnelles. On peut débattre longuement, effectivement, de la part de contribution du département au sein du syndicat, et il appartient d'ailleurs à cette Assemblée de se prononcer. Pour autant, il ne faut pas oublier que la loi a aussi évolué et que les compétences ne sont plus les mêmes aujourd'hui que ce qu'elles n'étaient à l'époque, et ce qui peut aussi justifier des participations qui sont nécessairement différentes. Je crois qu'il ne faut pas oublier ce paramètre-là, parce qu'il compte et il est réel. Après, effectivement, il est fait état des enjeux, de la réalité de la situation, que je crois personne ne conteste. Ça a été rappelé d'ailleurs par les différents orateurs. Mais il faut aussi qu'on prenne bien conscience que la question des transports publics va devenir une question effectivement importante dans les années qui viennent, qu'il ne faut pas qu'on la mette de côté. Nous faisons souvent et à raison dans cet hémicycle la promotion du vélo et de la politique cyclable, mais il nous faut aussi et parallèlement soutenir le domaine des transports publics qui est en pleine mutation, nous le savons bien, qui a été bouleversé depuis le Covid, qui est confronté à des hausses de coûts très importantes et qui pour autant représente des attentes aussi de la part de nos habitants et notamment des territoires de seconde ou de troisième couronne, notamment de la métropole, sur lesquels le besoin est important. Et c'est précisément dans ce sens-là que nous travaillons aujourd'hui, puisque nous avons engagé une démarche qui vise à construire un réseau de transport en commun unique à l'échelle à la fois du Grésivaudan et de la métropole. Nous sommes en train de travailler sur une réforme tarifaire d'ampleur qui va permettre d'avoir là aussi un ticket simplifié, un ticket unique dans les années qui viennent pour avoir justement un réseau qui devienne plus attractif et qui réponde précisément aux besoins et à l'amélioration de l'offre. Parce que c'est bien par ce biais-là que nous attirerons de nouveaux usagers,
par une amélioration de la qualité du service rendu, que nous poursuivons également dans les démarches qui ont été engagées sur le renouvellement du matériel, puisque nous avons des investissements importants à consentir pour renouveler nos rames de tram qui, pour certaines d'entre elles, arrivent à échéance et qui doivent donc être changées. De la même manière, le travail qui avait déjà été engagé dans la mandature précédente et qui se poursuit sur le renouvellement des bus, notamment sur des dernières générations, avec aujourd'hui des études qui sont engagées pour du retour de lignes en trolleybus, sont totalement dans cette démarche et dans cet esprit. Donc je crois qu'il est important de rappeler à la fois la réalité de la situation, mais aussi le travail qui est engagé. Il était fait état, bien sûr, et c'est normal, de la nécessité de travailler en bonne collaboration avec l'ensemble des acteurs membres du SMAG, et notamment le Grésivaudan, le Voironnais et bien sûr le département. Et je tiens ici à rassurer le travail qui est déjà en cours et qui a lieu sur l'engagement et la contribution de chacun, avec des perspectives d'évolution qui sont tout à fait positives, puisque nous avons aujourd'hui des territoires qui confirment non seulement leur engagement, mais qui, pour certains d'entre eux, envisagent de transférer de nouvelles compétences ou qui sont prêts aussi à s'engager plus fortement sur le plan financier, puisque naturellement, en resserrant nos liens et en faisant le plus possible supprimer les frontières, cela sous-entend évidemment des engagements plus importants. Et c'est précisément le cas à la fois avec le Grésivaudan et le Voironnais. Donc je tiens aussi à répondre sur ce point. Donc nous voyons que sur ce sujet-là, les démarches du territoire, elles sont connues. Après, les débats nationaux, elles sont aussi connues. Et je crois qu'effectivement, tout le monde les partage. Nous avons besoin d'un engagement plus important de l'État sur ces questions. Il a été fait état aux avances remboursables que nous aurions pu nous avoir consenties ici, lorsque dans d'autres régions, ce serait tout simplement des subventions. Ces démarches, elles sont engagées à différents niveaux. Évidemment, les autorités organisatrices de mobilité les portent, mais aussi l'ensemble des institutions, des associations d'élus sont aussi engagées sur ces questions-là. Donc je crois que nous avons besoin de travailler collectivement, de travailler en bonne intelligence avec l'ensemble des acteurs, avec l'ensemble des territoires, sans les opposer, sans forcément les interpeller publiquement. Mais je crois que nous avons besoin d'un travail collaboratif pour être toujours dans l'action et pas forcément dans uniquement des attentes en matière de communication. Et enfin, sur un dernier point qui est important aussi, il est souvent fait état à l'endettement important du syndicat, qui est réel et qui est effectivement l'héritage de l'histoire. Mais puisqu'on évoquait le protocole d'accord avec le département de la mandature précédente, il est aussi important de rappeler que ce protocole, malheureusement, n'a pas été totalement respecté et que nous sommes dans une trajectoire qui est inférieure à ce qui avait été prévu. Et que si ce protocole avait été plus scrupuleusement respecté, eh bien nous aurons aujourd'hui un petit peu plus de marge de manœuvre, notamment pour faire face aux hausses de coûts de l'énergie qui, elles, sont plus conjoncturelles, même si elles vont durer, mais nous ne savons pas de quelle ampleur, et que c'est un sujet que nous ne devons pas non plus écarter, puisque si nous mettons le débat sur la table, alors il faut le mettre sur l'ensemble de ces éléments. Donc voilà ce que je souhaitais rappeler, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Qu'il d'autres demandes de prise de parole? Il n'y en a pas. Je mets aux voix. Qui s'oppose? Qui s'abstient? CCM adopté. Merci. L'attribution de chèques vacances aux agents de la métropole. La parole est à la vice-présidente Michèle Verret. Hop, voilà. Merci, Président. Donc, c'est le dernier volet du pacte d'amélioration sociale que nous avons mis en parallèle des 1607 heures. Et comme nous nous étions engagés, effectivement, là, il s'agit de l'octroi de chèques vacances pour les agents publics. Alors, nous nous sommes rapprochés du COS 38 qui a mis donc en place une nouvelle prestation facultative de chèques vacances et qui est proposée en tout cas à l'ensemble des communes adhérentes. Voilà, c'est une nouvelle prestation qui a été confirmée lors de leur conseil d'administration du 28 mars dernier et inscrit dans leur règlement intérieur également, qui a été modifié en conséquence. Donc je ne vous précise pas ce qui est dans le règlement intérieur, vous l'avez dans la délibération. Donc il vous est donc demandé aujourd'hui d'attribuer donc les chèques vacances selon 3 tranches. La tranche 1, donc c'est suivant l'indice majoré qui est inférieur à 400, c'est-à-dire des salaires qui sont, ça correspond à peu près à 1 970 € bruts mensuels. Donc ils obtiendraient ainsi 250 €. Il y a 708 agents qui sont concernés par cette tranche-là. Ensuite, la tranche 2, avec un indice se situant entre 400 et 600, soit entre 1 940 € et 2 910 € bruts
par mois. Ils toucheraient effectivement 200 € de chèque vacances. Donc il y a 821 agents qui seraient concernés. Et la tranche 3, donc, il se situe au-dessus de 600, c'est-à-dire au-dessus de 2910 €. Et là, c'est 150 € par agent. Voilà, c'est un budget qui est estimé à 406 000 € environ. Et compte tenu de la forte inflation, effectivement, ça sera plutôt apprécié par les agents, puisque ça permettra une augmentation, effectivement, de leur pouvoir d'achat. Merci beaucoup pour cette présentation et cette délibération. C'est un point important en direction de nos agents. Pas de demande de prise de parole, donc je mets aux voix. Qui s'oppose, qui s'abstient. Abstention de CCM uniquement. Adopté, merci. Constitution de partie civile dans la procédure pénale concernant le GHM. J'ai le plaisir de vous présenter cela. Par cette délibération, chers collègues, je vous demande de m'autoriser à ce que la métropole se joigne à la procédure pénale initiée par les unions départementales des syndicats FO et CGT à l'encontre de la société AVEC, des membres de son conseil d'administration et M. Ben Saïd pour prise illégale d'intérêt et détournement de fonds publics via une plainte avec constitution de partie civile. Je vous rappelle tout d'abord quelques éléments de contexte. La métropole a mis plusieurs vœux sur le devenir de la clinique mutualiste ces dernières années, alors que les mutuelles MFI et Adrea, devenues Aesio, ont décidé de céder la gestion du GHM à M. Ben Saïd, dont nous savions tous la réputation sulfureuse, y compris ces mutuelles qui ont cédé leur place contre argent sonnant. Notre collectivité, aux côtés de la ville de Grenoble, des collectifs d'usagers, des syndicats de salariés de la clinique, a engagé des procédures sur le plan civil afin de faire constater l'illégalité du montage juridique ayant permis au groupe AVEC et à son PDG Bernard Ben Saïd de prendre le contrôle de la clinique mutualiste via une mutuelle fantôme créée ex nihilo dans le cadre de la procédure dite de substitution de mutuelle. Par ailleurs, substitution de mutuelle n'ayant pas permis à l'époque de regarder de façon précise l'ensemble des projets qui étaient proposés pour la reprise du GHM. Par ailleurs, le 12 janvier dernier, 2 juges d'instruction grenoblois ont mis en examen Bernard Ben Saïd pour prise illégale d'intérêt par un chargé de mission de service public dont il assure l'administration ou la surveillance et détournement de fonds publics en ayant fait percevoir par la société anonyme Docte Gestio, devenue AVEC, la somme de 6,4 millions d'euros provenant de l'UMG GHM par l'intermédiaire de la mutuelle dite Doctocare. Les juges l'ont mis en examen et placé sous contrôle judiciaire, comprenant notamment l'interdiction de gérer la clinique mutualiste de Grenoble. Cette interdiction de gérer le GHM a été confirmée en appel par la Chambre de l'instruction. Pour autant, dans les faits, si le président du GHM a changé, les administrateurs de la clinique mutualiste sont toujours les salariés de sa société mère et le système qui permet à Bernard Ben Saïd de contrôler la clinique mutualiste est toujours en fait en place. Et celui-ci continue donc toujours, en pratique, de prendre les décisions pour l'établissement, malgré le contrôle judiciaire. Et donc le risque pour notre territoire de voir une partie de l'argent public qui devrait être consacré à la prise en charge des patients dans le cadre d'un service s'évaporer en direction de la nébuleuse du groupe AVEC demeure encore. Un article récent du journal en ligne L'Éclaireur des Alpes révèle ainsi l'ampleur du système financier tentaculaire du groupe AVEC, criblé de dettes et sans actifs réels en face, et qui est aujourd'hui au bord de la faillite. Raison pour laquelle nous avons particulièrement besoin qu'à défaut de l'ARS, la justice coupe définitivement les liens entre ce groupe toxique et le deuxième établissement de santé de notre territoire. Voilà pourquoi il vous est proposé, mes chers collègues, de se constituer partie civile dans la procédure pénale concernant le GHM. Y a-t-il des demandes d'intervention? Non. Si. Salima Djidel. Non, rapidement, merci Président, pardon. Rapidement, pour avoir une vision un petit peu plus globale de ce qu'est le groupe AVEC. Le groupe AVEC, c'est 177 millions d'euros de dette. C'est 177 millions
d'argent public qui a transité par ce groupe et qui n'a jamais profité à l'intérêt général, mais à des intérêts privés. Je pense que c'est important de le dire, hein, 160 millions, c'est 140 000 SMIC. Outre les procédures pénales en cours et la demande d'un administrateur provisoire qui soit totalement détaché du groupe AVEC, juste pour appuyer les propos du président et les miens, hein, on n'est pas le seul territoire à être concerné par l'intervention, l'invasion de ce groupe-là. Et notamment, la clinique de Bonneveine à Marseille s'engage dans les mêmes démarches que les nôtres, puisque le groupe AVEC a contracté des prêts garantis par l'État que la clinique n'a jamais reçus et qu'elle se doit aujourd'hui de rembourser parce que le groupe et M. Ben Saïd a décidé de l'utilisation de cet argent autrement que pour l'intérêt général. Voilà, quelques précisions qui donnent un petit peu des chiffres et qui reposent au contexte. Voilà. Merci. La parole est à Jacqueline Madren. Oui, merci. Je voulais juste vraiment remercier la métropole pour le suivi très précis de ce dossier et pour l'exemplarité aussi d'un travail avec des citoyens et des collectifs. Et je suis très attachée à cette démarche. Aujourd'hui, il va falloir nous projeter sur le nouveau modèle économique et je sais que la métropole va s'atteler à écouter les propositions syndicales, associatives et j'en suis vraiment ravie. Voilà, merci. Merci beaucoup. La parole est à Claude Soulier. Oui, bonjour Monsieur le Président. Bon, juste une petite remarque comme ça, en n'étant pas plongé dans ce dossier, avec un regard extérieur, je m'interroge quand même, parce que ça fait quand même des années que l'argent public est distribué à ce monsieur sans aucun contrôle. Donc il faudrait peut-être quand même que ça nous interpelle, nous tous élus ici, puisque des monsieur Ben Saïd, peut-être, il y en a d'autres. D'accord ? Voilà, merci beaucoup en tout cas. Merci Monsieur Soulier, vous avez raison. Et à défaut de chercher les autres, il faut déjà réussir à mettre hors d'état de nuire celui-ci. Et vous avez raison là-dessus. C'est pas faute d'avoir, on se l'était dit, hein, d'avoir écrit à tous les pouvoirs publics possibles. Et c'est vrai que tout ceci a quand même pris une acuité particulière lorsque la Première ministre a été effectivement interpellée directement par M. Ben Saïd sous l'élan de la franche camaraderie, puisqu'ils étaient dans la même promotion. Et effectivement, les choses de ce moment-là ont quelque peu changé, avec l'intervention aussi du député de Plombières-les-Bains et d'autres acteurs. Je pense, moi j'ai reçu il y a quelques jours le travail qui a été mené par la métropole de Metz et son président François Grosdidier, où là encore une fois, en lisant le rapport, on est particulièrement affligé des méthodes, mais qui sont toujours les mêmes. Et effectivement, le vrai sujet, c'est comment c'est possible, parce que là, on parle de nébuleuse, mais à la limite, une nébuleuse en astrophysique, ça se définit, quoi. Et là, je ne sais pas si on est encore bien clair sur tout. D'ailleurs, l'enquête le dira. La parole est à Dominique Escaron. Oui, merci, Président. Juste pour quand même repréciser un petit peu les choses, nous, on va voter contre cette demande pour une raison très simple, c'est qu'on considère que la métropole a d'autres sujets et que ce n'est pas dans nos compétences. Alors, on peut s'occuper de tout, hein, bien sûr, y compris des problèmes de la justice, puisqu'aujourd'hui, c'est la justice qui a le dossier entre ses mains. Donc, nous, on considère que, voilà, que chacun fasse son métier, et ça serait formidable si voilà, la justice fait son métier, et puis nous, on fait notre métier, quoi. Voilà. Merci. Bien, moi, je pensais que ce débat sur la question des compétences était passé. On a montré quand même que depuis 2 ans, finalement, l'intervention de la métropole avait été plutôt pertinente. Et d'ailleurs, ça a amené le Parlement, dans le cadre de la loi 3DS, à faire en sorte que les questions de santé puissent être des sujets directement pris en charge par les territoires, les métropoles, les intercommunalités. Et ça, c'est plutôt un sujet intéressant. On ne peut pas simplement... on va se dire les choses très simplement, hein. On ne peut pas simplement laisser aux communes, aux intercommunalités le soin de simplement d'organiser des maisons de santé, aussi intéressantes soient-ils,
de se battre parfois entre les maires pour avoir des médecins, parce que c'est quand même ça qui est en train de se passer, c'est le grand mercato quand même, hein. Et on est tous en concurrence, hein, et on nous met tous en concurrence. Et puis là, on a un objet qui s'appelle la clinique mutualiste, qui est quand même le deuxième plus gros acteur du territoire en matière de santé, et on se dirait, bah non, finalement, c'est pas notre sujet. Voilà, donc c'est pour ça qu'on s'en est emparé, parce que en fait, ça nous concerne. Ça nous concerne. Et si globalement, nous n'étions pas intéressés à l'affaire, Monsieur Escaron, vous auriez suivi que dans ces cas-là, la justice nous aurait dit que nous n'étions pas compétents en matière. Or, la justice a dit que nous avions intérêt à agir sur ce sujet. Françoise Charavin. Merci, Monsieur le Président. Oui, effectivement, cette question des compétences me paraît aujourd'hui dépassée. On n'en est plus là. Nos concitoyens attendent de nous que nous défendions un dispositif de soins qui est un dispositif de soins de proximité, bien ancré localement. Et on sait que cette offre est précieuse. Et la crise sanitaire l'a démontré, on ne va pas revenir là-dessus, mais c'est toute notre offre de soins qui est aujourd'hui en très très grande difficulté. Il ne faut pas lâcher ce dossier du GHM. Dans ce contexte, il est plus que jamais nécessaire d'empêcher le groupe AVEC, d'empêcher Ben Saïd, d'empêcher le conseil d'administration actuel de continuer dans le cadre du GHM. Nous tenons donc, en tant que groupe politique attaché à l'accès aux soins pour tous, à soutenir cette constitution de partie civile de la part de notre métropole. Merci. La parole est à Laurent Tovist. Oui, merci, Monsieur le Président. Alors, pour ce qui nous concerne, nous voterons favorablement. Nous estimons effectivement qu'il est tout à fait normal que la métropole défende les intérêts du territoire, que donc elle se porte partie civile. Pour le reste, nous ne ferons pas de procès avant que celui-ci soit déroulé. On n'en a pas les compétences. On n'est pas ici pour dire qui est coupable et qui n'est pas coupable. Ce n'est pas notre travail, hein. On vous fait confiance, Monsieur le Président, pour défendre au mieux les intérêts de la métropole. Si ça passe par une condamnation de Monsieur Ben Saïd ou de son groupe ou de je ne sais qui, eh bien tant mieux. Si ça passe par autre chose, tant mieux aussi. L'essentiel, c'est que nous puissions maintenir une offre de soins de qualité dans cette métropole. Et la clinique mutualiste, pour une bonne partie des communes qui sont en tout cas, enfin des communes et des habitants, Grenoble plus la rive gauche, c'était quand même notre hôpital à nous, hein, entre guillemets. Voilà, donc on est très attaché à ce qu'effectivement il puisse continuer dans de bonnes conditions. Merci. Et avant de laisser la parole à Marc Audon, notre sujet, mais c'est ce qu'a évoqué Jacqueline Madren tout à l'heure, notre sujet, c'est de préparer la suite. Notre sujet, c'est la suite. C'est effectivement quel modèle demain pour la reprise de cet établissement, pour l'offre de soins dans le territoire. Vous avez raison, la justice fera son job, elle fera son boulot. Mais nous, notre sujet, c'est qu'à un moment donné, il n'y ait pas rupture de la continuité de soins, qui va être quand même un des vrais sujets, que j'ai évoqué avec le directeur régional de l'ARS, qui est quand même là le sujet qui interpellera l'ARS, de fait, et sur lequel, moi, je vais lui demander d'être particulièrement vigilant, parce qu'on ne peut pas se permettre demain d'avoir un système qui tombe. Et c'est pour ça que nous le préparons, en fait. Nous le préparons. Et notre sujet, c'est bien celui-là. Le reste, il est effectivement dans les mains d'autres personnes beaucoup plus compétentes que nous. Et ça, on le laisse effectivement faire. Marc Audon. Oui, merci Monsieur le Président. Simplement pour aller dans ce sens-là, rappeler que l'offre de soins sur notre territoire, c'est quelque chose que l'on doit aussi à nos habitants, qu'il ne faut pas l'oublier, que notre responsabilité aussi de ne pas laisser agir des personnes mal intentionnées comme certaines que nous avons citées sur notre territoire, c'est aussi un message national que l'on peut donner. On n'est pas obligé de laisser faire, on n'est pas obligé de fermer les yeux, et je voulais souligner quand même le travail de la métropole dans toutes les prises de décision où on va dire on n'a pas tremblé sur les choses qui étaient à faire et sur le suivi et l'accompagnement. Voilà, donc je voulais dire qu'on soutenait cette démarche. Merci. Et puisque ce matin, nous parlions beaucoup finalement du passé et quels étaient finalement ses impacts, eu égard à ce qui se passe aujourd'hui, et notamment sur la question des soins et la question de l'offre de santé dans ce pays, on peut véritablement se poser la question, même si notre sujet c'est l'après, finalement, l'ensemble de ces réformes, finalement, qu'est-ce qu'elles ont eu comme conséquence, qui est un véritable sujet. Mais je dis surtout peut-être comment a-t-on pu finalement aussi nous déposséder, nous élus territoriaux,
d'un sujet aussi fondamental que ce sujet de l'accès aux soins et de la question de la santé. Pendant très nombreuses années, et c'est en lisant beaucoup sur ces sujets, on en a fait un objet extrêmement technique et très technocratique, avec des systèmes, avec une réorganisation de l'administration française aussi sur ces sujets, la création des ARS, l'échelon régional, plus départemental, bref, on pourrait reprendre tout ça, mais je crois que s'il n'y avait pas eu l'épisode Covid, peut-être qu'on pourrait encore se dire les choses. Mais la période Covid nous a brutalement montré à quel point ce sujet-là était essentiel pour nos concitoyens. Les professionnels de santé le disaient déjà largement avant et très fortement, mais on voit bien qu'aujourd'hui, c'est le sujet du quotidien des gens. La semaine dernière, j'ai 2 courriers dans ma boîte aux lettres à Pont-de-Clé où les gens me laissent des messages et des personnes âgées, je reconnais l'écriture, c'est plutôt des personnes âgées en me disant « Je n'ai plus de médecin généraliste et personne ne me répond ». Et le sujet, vous le vivez tous et nous le vivons tous. Et ça, franchement, vous voyez bien que c'est vers l'échelon communal qu'ils vont, c'est vers nous, les élus locaux. Et là-dessus, nous avons véritablement, je dirais, nous avons besoin d'être là et nous avons besoin de réponses. Et puis, bien sûr que la justice fera son travail, mais ce matin, nous avions là aussi un débat sur le passé, mais aussi sur la délinquance. On voit que la délinquance, parfois, peut prendre des costumes qui peuvent être variables. Je mets aux voix. Qui s'oppose? Qui s'abstient? Abstention? Vous opposez, oui, pardon. Et qui s'abstient? Non. Parfait, c'est adopté. Merci infiniment. La délibération 54, je laisse la parole à Michel Verret pour la délibération des effectifs, création de postes, création de contrats de projet, ajustement dans le cadre des besoins du service. La parole est à Michel Verret. Merci. Donc, il vous est proposé là donc une création de postes et 5 contrats de projet d'une durée de 3 ans. 3 d'ailleurs qui sont en lien direct avec des projets européens pour lesquels d'ailleurs des financements sont attendus. Un autre qui porte sur la Convention citoyenne pour le climat, dont là une demande de financement est en cours, qui est en lien d'ailleurs directement avec la délibération prévue lors du Conseil métropolitain du 28 avril prochain, qui portera sur la mise en œuvre d'un comité de suivi et animation des suites de la Convention citoyenne pour le climat. Et le 5e porte sur l'ingénierie de l'espace public. Donc là, il s'agit d'un ou d'une chargée de mission, donc de délimitation du domaine public. Toujours un contrat de 3 ans, là sans subvention, qui aura pour mission des régularisations foncières du domaine public, l'instruction aussi des demandes d'alignement et ainsi que l'instruction des autorisations d'urbanisme. Et concernant la création de postes, il s'agit d'un ou d'une chargée d'opération politique cyclable avec pour mission donc la conduite des opérations en faveur des actions de renforcement et de sécurisation de la pratique cyclable dans les espaces publics métropolitains. Voilà. Merci. La parole est à Laurent Tovist. Oui, merci Monsieur le Président. Nous souhaitons un vote différencié sur le poste de la Convention citoyenne. Très bien. Du coup, je vais reprendre la délibération pour... Je laisse Michel Verret. On peut faire les autres. Enfin, pour nous, je ne sais pas si d'autres groupes, pour nous, on peut faire les autres. Et celui de la Convention citoyenne, on n'aura pas le même vote. OK. Donc, on a le vote sur la création de postes et les 4 projets... contrat de projet d'une durée de 3 ans, hormis effectivement celle qui touche la Convention citoyenne pour le climat. Voilà, donc ce qu'il y a des... Voilà. Donc du coup, je vais mettre aux voix l'ensemble des postes, sauf celui sur la Convention citoyenne. Qui s'oppose? GEOCCM qui s'abstient. Donc adopté. Le poste sur la Convention citoyenne pour le climat qui s'oppose. Pardon. Oui, peut-être juste une explication de vote. Oui. On va s'opposer pour 2 raisons. D'abord, la première, mais c'est peut-être dû à l'inversion du calendrier, mais c'est qu'on vote un poste alors que même que nous n'avons pas délibéré sur les suites à donner à la Convention citoyenne. Et la deuxième, c'est qu'effectivement, nous pensons que nous avons
même s'il y a la nécessité d'un suivi des travaux qui seront faits, nous pensons que nous avons en interne les moyens d'effectuer ce suivi. On ne voit pas la nécessité forcément de créer un poste supplémentaire. C'est pourquoi nous voterons contre. Ok, très bien. Donc je laisse le poste sur je mets au voie le poste sur la Convention citoyenne. Qui s'oppose? CCM, MTPS et GO. Qui s'abstient? Adopté. Merci infiniment. Évolution du télétravail à la métropole. Qui s'oppose? Qui s'abstient? Adopté. Le plan de mise en œuvre de l'apprentissage 2023. Qui s'oppose? Qui s'abstient? Adopté. L'acquisition de titres restaurants pour les agents de la métropole. Qui s'oppose? Qui s'abstient? Abstention? Des deux groupes. Non? Juste de CCM. Adopté. La convention entre la métropole, la ville de Grenoble, CCAS de la ville de Grenoble, le FIPHFP au titre des agents en situation de handicap. Période 2023-2025. Qui s'oppose? Qui s'abstient? Unanimité. L'association Les Métropolitains, conventionnement 2023 et attribution d'une subvention. Qui s'oppose? Qui s'abstient? Abstention de CCM et de GO. Non, de CCM seulement. Convention avec le CSE des régies eau et assainissement pour la subvention de fonctionnement et la subvention aux activités sociales et culturelles. Qui s'oppose? Qui s'abstient? Abstention d'une seule. Accord 4 d'infogérance de la plateforme web mutualisée. Qui s'oppose? Qui s'abstient? Unanimité. Siège métropolitain, il s'agit d'autoriser le président à signer l'avenant 3 au marché de maîtrise d'œuvre. Qui s'oppose? CCM, GO. Qui s'abstient? MTPS, adopté. Travaux d'aménagement et d'entretien des bâtiments et sites de la métropole, lot 7, courant fort, courant faible. Qui s'oppose? Qui s'abstient? Vous êtes pour? Vous êtes courant fort et les courants faibles? Voilà. Très bien. Adopté. La fourniture d'écrans d'ordinateur reconditionnés. Relance du lot 3. Qui s'oppose? Qui s'abstient? Adopté. Fourniture de matériel informatique neuf et réalisation de prestations associées. Qui s'oppose? Qui s'abstient? Adopté. Nettoyage des locaux de la métropole. Le lot 3. Locaux d'exploitation des équipes déchets. Locaux 4. Locaux d'exploitation des équipes eau assainissement. Qui s'oppose? Qui s'abstient? Adopté. Modification des représentants de la métropole au sein de Territoire d'énergie Isère, TE38. Il est proposé de désigner Marc Despinois en tant que délégué au sein de Territoire d'énergie Isère 38 en remplacement de Vincent Lecourt. Et NPPV de Marc Despinois. Qui s'oppose? Qui s'abstient? Adopté. Modification des représentants de la métropole au sein de la SEM, Territoire 38. Même chose, il s'agit de désigner Marc Despinois en remplacement de Vincent Lecourt. Et Marc Despinois, NPPV. Qui s'oppose? Qui s'abstient? Abstention? D'accord. Abstention des deux? D'accord. Modification des représentants de la métropole au syndicat mixte Alpes-Abattage, le CIMA. Et c'est pareil, remplacement de Vincent Lecourt par Marc Despinois. Qui s'oppose? Qui s'abstient? Modification des représentants de la métropole au sein de l'EP Scott. Il est proposé de désigner Marc Despinois pour remplacer Vincent Lecourt, NPPV de Marc Despinois. Qui s'oppose? Qui s'abstient? Adopté. Modification de la composition. Ah non, celui-ci. Si. Commission thématique de la métropole. Il est proposé de désigner Marc Despinois en remplacement et d'acter le changement de commission. Désigner Marc Despinois au sein de la commission service public de proximité et d'acter le changement de commission d'Alfio Pénizy de la commission développement attractivité à la commission service public de proximité. NPPV de Marc Despinois et d'Alfio Pénizy. Qui s'oppose? Qui s'abstient? Adopté. Modification des représentants de la métropole au sein de la commission consultative des services publics locaux, CCSPL de son petit nom. Il s'agit de proposer Agnès Régnier, Marc Despinois, Hassane Bouzégoub au sein du collège des élus de la commission consultative des services publics locaux en remplacement de Maurice Larocca, Vincent Lecourt et Cécile Sénat-Tiempo.
Marc Depinois, Agnès Régnier, Hassan Bouzégoub, Cécile Sénatiempo, NPPV. Qui s'oppose, qui s'abstient, à adopter. Je laisse la parole à Cyril Pléné, la vice-présidente en charge de l'agriculture, de la filière bois et de la montagne, pour l'attribution d'une subvention au Centre régional de propriété forestière, le CRPF, au titre de l'année 2023. La parole est à Cyril Pléné. Merci, Président. Avec ses 57% d'espace forestier, la métropole est donc un territoire forestier, une métropole forestière, une des premières et plus importantes en France. Et elle est actrice de la forêt puisqu'elle possède en propriété propre 380 hectares. Les études de ces dernières années nous ont démontré que la forêt périurbaine représente des spécificités particulières et remplit des multifonctionnalités qu'on peut résumer par ses fonctions économiques, sa fonction environnementale et paysagère, sa fonction de loisir et encore une fonction de protection contre les risques naturels. Sur notre territoire, la forêt souffre d'un déficit d'entretien et c'est vrai en forêt privée plutôt, et aussi d'une sous-exploitation de l'ensemble de son peuplement, puisque l'on sait que 25% de son accroissement naturel seulement est prélevé. Donc la forêt a besoin en fait d'action, d'une action forte de la part de la métropole, et c'est pourquoi nous soutenons le Centre régional de la propriété forestière, le CRPF, pour agir sur la mobilisation et la valorisation de la ressource bois. Notre partenariat a été formalisé dès l'année 2014, renforcé au cours du temps. Et notre convention pour l'année 2023 cible un programme d'action qui est très complet et qui couvre le suivi de notre schéma de desserte de mobilisation de bois, mais également l'accompagnement des propriétaires forestiers dans le cadre de leur plan de gestion durable de la forêt. Bien entendu, nous soutenons à travers le CRPF l'appui aux propriétaires forestiers métropolitains. Nous construisons avec le CRPF et tout l'ensemble des acteurs des itinéraires civicoles qui permettent d'améliorer notre collecte et d'adapter les techniques à la récolte sur nos peuplements particuliers. Et pour exemple, tout dernièrement, nous travaillons sur l'itinéraire civilicole d'Échirolles et de Jarry. Mais le CRPF a également dans sa feuille de route la prévention du risque en matière d'incendie et également la construction de la définition des plans forestiers dans le cadre des PAEN qui sont déjà instaurés sur la métropole ou en cours d'institution, et également un volet très important qui concerne la sensibilisation des habitants de la métropole sur la gestion forestière, et notamment sur la gestion durable de la forêt. Bien sûr, l'ensemble de ce travail sur la forêt est réalisé de façon partenariale avec l'ONF, avec FIBOIS 38, avec Silvact. Mais ce partenariat avec le CRPF est capital puisque on considère que 60 à 65% de la forêt métropolitaine est sous propriété privée et que nous devons donc concilier nos actions pour toucher l'ensemble de notre ressource forestière. Donc, dans
Cette délibération consiste à vous demander d'approuver le programme d'action 2023 que je viens de vous présenter et le soutien financier à hauteur de 32 000 euros pour cette année, montant identique à celui de l'année passée. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des observations? Oui, la parole est à Jean-Yves Porta. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, je souhaiterais m'exprimer au nom du groupe NMC sur la convention avec le Centre régional de la propriété forestière et le rôle crucial que joue la forêt dans notre agglomération. Je vais, dans mon intervention, appuyer les propos de la vice-présidente. Notre forêt est une alliée de taille pour notre territoire, et ce, sur plusieurs aspects. La forêt est notre meilleur allié face aux effets du dérèglement climatique. Nos arbres sont de réels puits de carbone qui permettent de réduire les gaz à effet de serre et d'améliorer la qualité de l'air par leur action de filtration des poussières et des pollutions microbiennes. La forêt stocke environ 128 000 tonnes de CO2 par an, ce qui correspond à 7% des émissions de gaz à effet de serre du territoire. L'évolution rapide du climat interroge d'ailleurs sur les choix des essences et la manière de gérer les peuplements forestiers. Il faut se poser les bonnes questions. Quelles essences adaptées au climat de demain faut-il privilégier et pour quels usages? Elle nous protège aussi pendant les périodes de grande chaleur où elle devient un refuge face au soleil et aux fortes températures pour les habitants comme pour les animaux. La forêt est un puits de biodiversité grâce à la richesse de la faune et de la flore qu'elle abrite. Elle participe à la préservation des ressources en eau avec près de 70 puits de captage en forêt. Elle est aussi un rempart à la pollution sonore en absorbant les bruits. Du point de vue de ma délégation, la forêt a aussi un rôle protecteur face aux risques naturels. Elle nous protège contre les chutes de blocs qui se multiplient avec le réchauffement climatique. Elle permet aussi la stabilisation des sols afin d'éviter les glissements de terrain en prévenant l'érosion des sols. La forêt joue un rôle important dans la production d'énergie à travers le chauffage avec copeaux et granulés bois. La compagnie de chauffage métropolitaine consomme actuellement 177 000 tonnes de bois déchiqueté, dont l'énergie alimente le réseau de chaleur urbain. L'essentiel de ce bois provient du bassin d'alimentation de 80 km autour de l'agglomération. De plus, la forêt constitue un atout majeur pour notre agglomération en tant que filière économique. Des milliers de personnes travaillent au sein de la filière bois ou dans la gestion de la forêt au quotidien. Bûcherons, gardes forestiers, charpentiers, ébénistes, et j'en passe. Le bois de notre territoire est une matière première de qualité pour se chauffer, fabriquer, produire des objets, des meubles, des logements. Elle est aussi une ressource utile à la construction. Près de 50 000 m3 de bois sont exploités annuellement sur le territoire de la métropole. Ces bois alimentent environ 600 entreprises et génèrent plus de 2000 emplois sur l'agglomération. Trait d'union entre la ville et la montagne, la forêt offre de super paysages et des opportunités d'évasion tout au long de 900 km de sentiers balisés sur le territoire métropolitain. C'est donc un atout majeur pour la qualité, le cadre de vie de nos habitants et l'attractivité de notre territoire. Alors qu'elle peut bénéficier d'une image urbaine, la métropole est, comme l'a dit la vice-présidente, la plus forestière de France. Elle s'étend sur plus de 32 000 hectares, soit 57% de son territoire qui est boisé. Cette forêt se caractérise notamment par des essences diversifiées. Les communes sont également propriétaires de parcelles forestières, ainsi que l'État, et dans la moindre mesure la métropole avec 380 hectares. Afin de protéger cette ressource essentielle mais fragile, il nous faut mettre en place des outils et des politiques ambitieuses. En 2022, la métropole de Grenoble a adopté le plan Canopée pour protéger les arbres existants et augmenter la plantation de nouveaux arbres partout sur le territoire. Les communes s'engagent aussi, comme la mienne, avec une délibération cadre adoptée en octobre 2022, avec un plan d'action pour racheter des parcelles forestières privées abandonnées et les passer sous gestion communale. Nous sommes accompagnés par l'ONF pour la gestion de la forêt publique, la forêt communale, la forêt intercommunale ou domaniale, mais nous rencontrons souvent des difficultés avec les forêts privées, souvent enchevêtrées avec les parcelles publiques. Les forêts privées sont souvent victimes de coupes rases et entretenues par des forestiers peu délicats. Nous pouvons alors nous appuyer sur des organismes comme le CRPF pour nous accompagner dans la gestion de ces espaces. La convention proposée au vote aujourd'hui nous permet de formaliser ce partenariat essentiel pour les communes forestières et tout notre territoire. Je vous remercie.
Merci beaucoup. La parole est à Laura Siffer. Pardon, merci. Chers collègues, bon, je ne vais pas répéter ce que viennent de très bien présenter la vice-présidente et M. Porta. Effectivement, 57% du territoire métropolitain est couvert de forêts. C'est un des chiffres que la Convention citoyenne métropolitaine pour le climat a relevé et dont ils ont dit qu'ils étaient surpris. Et ils nous demandent explicitement d'y faire attention. Donc, effectivement, je vais abonder dans ce sens que pour faire face à nos besoins économiques en énergie et pour préserver la biodiversité du territoire, pour faire face au changement climatique et malgré le changement climatique, il nous faut en effet œuvrer de concert à la préservation de nos forêts. C'est pourquoi nous nous réjouissons du partenariat avec le Centre régional de la propriété forestière. C'est un acteur public qui nous permettra la coordination entre les forêts publiques et privées. Ce financement du Conseil métropolitain, c'est aussi s'assurer que les forêts privées continuent à être considérées comme un bien commun et à les gérer comme telles. Nous nous réjouissons que les actions proposées par la Convention mettent en œuvre une gestion forestière durable, qu'elles incluent explicitement la préservation de la ressource en eau et de la biodiversité. Notre action doit viser en priorité un renforcement de la protection forestière, afin que nos forêts soient pérennes et résilientes et restent un havre de fraîcheur et de biodiversité. Merci beaucoup. Y a-t-il d'autres demandes de prise de parole sur cette délibération? Non, je mets aux voix la 28e donc, délibération. Qui s'oppose? Qui s'abstient? Adopté. Merci. Le soutien de la métropole à l'association Alliance Paysans Écologistes de l'Isère pour l'année 23. Qui s'oppose? Qui s'abstient? Adopté. L'attribution d'une subvention à l'association Fibois 38 au titre de l'année 2023. L'approbation de la convention d'objectifs. Qui s'oppose? Qui s'abstient? Adopté. L'attribution d'une subvention à l'association Pôle agroalimentaire de l'Isère au titre de l'année 2023. NPPV de Salima Gidel. Qui s'oppose? Qui s'abstient? Adopté. Merci. Nous arrivons au grand projet d'aménagement et renouvellement urbain. Je laisse la parole à Renzo Sully, à encore rapporteur Guy Julien, sur le parc d'activités Actipôle, la suppression de la zone d'aménagement concertée à Veurey-Voroise. La parole est à Renzo Sully. Donc il appuie et c'est bon. Merci, Président. La délibération concerne la zone d'aménagement d'Actipôle à Veurey-Voroise qui a été, rappel, créée en 2003. Il y avait à peu près 29 lots et ça concernait 16 hectares qui ont été aménagés et aujourd'hui commercialisés. Il doit y avoir entre 20 et 25 entreprises. Il doit rester un terrain qui n'est pas encore commercialisé. Vous devez avoir la liste des entreprises, je crois, avec la délibération dans les annexes. Le programme d'équipement public de la ZAC a été complètement réalisé et la quasi-totalité des lots, comme je l'ai dit, étant commercialisés. La concession qui a été confiée à Territoire 38 puis à Isère Aménagement a été close, je le rappelle, par délibération du Conseil le 12 mars 2021. L'ensemble des charges foncières a été commercialisé à l'exception du lot 6. Le bilan aménageur intègre dans le volet dépenses le montant versé à Isère Aménagement. Et il s'agit de quoi aujourd'hui? C'est qu'après consolidation de ces différents éléments, le montant des dépenses de la ZAC s'élève à 10 millions d'euros pour 9 560 000 euros de recettes, soit un résultat légèrement déficitaire de 470 000 euros, c'est-à-dire pratiquement rien. C'est même pas une année de foncier bâti, voilà, à peu près. Donc, il faut rappeler que la suppression de la ZAC emporte la caducité des cahiers des charges, des cessions de terrain et engendre un retour au régime général de la fiscalité de l'urbanisme et de la taxe d'aménagement. Donc, compte tenu de ces éléments, il est proposé aujourd'hui de soumettre au Conseil 1. De supprimer la zone d'aménagement concerté Actipôle. 2. Préciser que cette suppression de la ZAC a pour effet de rétablir
le périmètre de régime de droit que j'ai évoqué et du droit commun pour la TA, préciser les modalités de publicité liées à cette délibération. Voilà quel est le sens de cette délibération. Vous devez avoir l'ensemble des éléments, je l'ai dit, y compris de la liste des entreprises. On peut dire en conclusion que ça a été une bonne opération économique et pour le secteur là-bas, voilà, Verret, avec à l'époque un éminent maire de Verret, qui, voilà, et pour la métropole, voilà. Si toutes les zones avaient un bilan d'aménagement comme ça, ce serait bien. Voilà. On est bien d'accord, Monsieur le Vice-président. Je laisse la parole à Guy Julien. Oui, merci, Monsieur le Président. Je ne veux pas trop en rajouter, mais quand même, je me sens obligé d'intervenir parce que la zone d'Actipol, la Verret-Vauroise, cette belle commune, c'est pas là-bas, c'est la belle commune de Verret-Vauroise. Je la connais pour être élu depuis quelques dizaines d'années. Et dire que c'est assez exemplaire finalement parce que ça a été la première zone intercommunale, enfin communale, qui a été transférée à l'intercommunalité à l'époque. On était en communauté d'agglomération, donc il n'y avait pas d'obligation de transfert de cette compétence-là. On a simplement été visionnaire, comme l'a dit le Président, prenant acte qu'on n'avait pas les moyens, nous, commune de Verret-Vauroise, de la développer et qu'avec l'appui de la métropole, on allait pouvoir la développer, créer d'emplois. Aujourd'hui, c'est plus de 2200 emplois sur cette zone. C'est des belles entreprises qui y sont implantées, notamment l'INREN, le Dauphiné Libéré. C'est aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'on a toute une friche qu'on appelle aujourd'hui Sintertech, qui a déposé le bilan, qui va être restructurée, densifiée. Donc c'est aussi du renouvellement de foncier économique. Donc c'est dans ce sens-là, je trouve que c'est plutôt aussi intéressant et vertueux. Quant au déficit de 470 000, en réalité, on va être bénéficiaire parce qu'il reste une parcelle d'1 hectare à commercialiser qu'on va commercialiser hors ZAC. Donc 10 000 m² à 70 € du mètre carré. Au final, ça sera la première zone d'activité métropolitaine bénéficiaire. J'en suis très fier. Vous pouvez l'être, Monsieur le Vice-président. C'est très impressionnant. Et effectivement, ça laisse rêveur. Quand on regarde nos zones d'aménagement, alors après avec des vraies complexités, hein, des terrains qui sont de plus en plus pollués, des normes qui deviennent de plus en plus compliquées et qui alourdissent de fait le bilan, et qui va d'ailleurs être un des grands sujets de l'avenir, avec en plus des modèles où la réhabilitation va devenir plus prégnante des bâtiments. Donc ça veut dire que les modèles économiques vont particulièrement être compliqués à retrouver. Et ça, c'est un vrai sujet sur lequel on aimerait bien qu'il y ait un débat un peu général pour qu'on puisse travailler les pistes. C'est quand même un sujet, et ça ne peut pas se régler à coup de fonds verts, à coup de ceci, à coup d'appel à projet. C'est de la stratégie durable d'aménagement de nos territoires. Donc je pense que c'est des sujets qui existent de partout, dans le cadre en plus du ZAN, où on a forcément des choses qui vont devenir de plus en plus complexes de ce point de vue-là. Merci en tout cas. Je vous propose de mettre aux voix qui s'oppose, qui s'abstient. Unanimité, merci. Grande Alpe, sur le secteur de la gare d'Échirolles, il s'agit de l'accord cadre de maîtrise d'œuvre pour la réalisation des espaces publics. Qui s'oppose, qui s'abstient, abstention des deux groupes Géo et CCM, adopté. Le PFL du Dauphiné, l'acquisition, la Biole à Saint-Égrève, sortie de portage, l'opération Allende à Échirolles, 11 boulevard Clémenceau à Grenoble et la Tailla à Mélan. 5 minutes par le vice-président Ludovic Bustos, NPPV de Laurent Amadieu. Ludovic Bustos. Merci, Président. Je ne sais pas trop pourquoi cette délibération a été demandée en débat, parce qu'elle est assez technique et on en a déjà prise plusieurs fois dans le Conseil métropolitain. En tout cas, pour faire simple, Saint-Égrève et l'acquisition de la Biole, le PFL porte depuis quelques années un ténement situé à côté de la gare ferroviaire. L'enseigne Point P vient d'acquérir la parcelle voisine et Grenoble-Alpes Métropole est entrée en négociation pour optimiser la forme des parcelles et permettre ainsi la création d'une voie douce entre la rue et la gare. Donc le projet va se faire en 2 temps. D'abord, il y a un échange foncier entre le PFL et Point P pour recaler les formes des parcelles.
Et enfin, il y aura une acquisition par Grenoble-Alpes Métropole auprès de l'EPFL d'une partie du Ténement pour réaliser la voie douce de liaison. Donc ça, c'est pour le projet de Saint-Égrève. Ensuite, sur Échirolles, on est sur une sortie de portage Salvador Allende, dans le cadre du projet Grande Alpe. Il y a l'ancien hôtel des Baladins qui est situé juste en face du projet Clépierre, qui va nécessiter des aménagements d'espace public le long de cette rue. Donc c'est dans ce cadre-là. Et il y a une acquisition par Grenoble Métropole de 350 mètres carrés à 30 € le mètre carré. Pour Grenoble, c'est une cession à Actis de l'immeuble qui est situé le 11 boulevard Clémenceau pour faire une opération de 100% logements sociaux. 8 logements locatifs sociaux d'ailleurs, dans le cadre d'une opération acquisition-amélioration. Et ensuite, Mélan, c'est une délibération qui avait été prise en décembre 2022 sur des terrains agricoles. Après renseignement auprès de la direction départementale des finances, il s'avère qu'il n'est nécessaire de payer de la TVA que sur les travaux réalisés par le PFL, soit un montant de 17 885 € au lieu des 158 000 qui avaient été dans la délibération. Donc voilà, je ne peux pas vous en dire plus, j'attends plutôt les questions si jamais il y en a. Merci, la parole est à Alain Carignon. Oui, Monsieur le Président, parce que nous, c'est justement à propos de cette stratégie foncière et ces préemptions. Pourquoi? Parce que là, c'est en quelque sorte la fin du processus. Au départ, il y a souvent la préemption qui est organisée. Tout à l'heure, il y aura une question orale de notre collègue Dominique Escaron qui est dans le même esprit. C'est qu'au fond, ça échappe totalement à l'Assemblée et aux citoyens, ce type de décision. Par exemple, ici, à la Chambre de commerce, ex-Chambre de commerce où nous siégeons, nous venons d'apprendre par la presse qu'il y avait un appel à projet 4 ans après sa préemption. Ce qui signifie d'ailleurs que quand on l'a acquise, on ne savait pas quoi en faire. Donc, il n'y a pas de débat sur ces sujets-là au préalable. Et je veux dire que ici, par exemple, en 2019, il y avait un opérateur privé qui proposait de l'acheter 8 millions d'euros pour faire une résidence de personnes âgées et un centre de santé. La collectivité, en l'occurrence, je pense la ville, a proposé de préempter pour 8 millions d'euros. 4 ans après, il y a un appel à projet, pas un appel d'offres d'ailleurs, pour savoir quel est celui qui alignerait le plus de financement pour reprendre l'établissement. Il y a un appel à projet. Donc moi, je veux poser la question sur ces opportunités-là qui échappent totalement à tout débat citoyen pour des bâtiments emblématique. Celui-ci, là, dans lequel nous siégeons, est un bâtiment emblématique. Il n'y aura pas de débat d'urbanisme, ça échappera à tout le monde. Pourtant, ici, ça résulte de l'urbanisme du Bedou. Il y avait les HLM. Et puis, à ce moment-là, à l'époque, on voulait équilibrer en mettant un bâtiment pour qu'il y ait une mixité d'usage du quartier. Bon, très bien. À tort ou à raison, mais c'était en tout cas l'idée urbaine de l'époque. Aujourd'hui, ceci va peut-être être défait. Dans quelles conditions on détricote tout ça en excluant toute participation. Et au plan financier, et au plan de la gestion, outre le plan urbanistique, au plan des besoins des habitants, moi j'estime que l'opérateur privé qui se proposait d'acquérir sans faire appel à l'argent public, c'eût été au moins un débat qui aurait pu avoir lieu. Et il n'a pas lieu. Donc à la fin, effectivement, M. Bustos, là, on ne peut rien vous reprocher à cet égard. Vous nous présentez à la fin des fins, quand les opérations ont été acquises, ce qu'on va en faire à la fin. Donc cette délibération-là, mais elle met l'occasion, d'autant que tout à l'heure, la question orale reviendra sur ce sujet à propos d'une autre préemption à Hébin, je crois. Eh bien, je pense que cette question-là, elle se pose. Parce que, quand même, financièrement, voilà. Nous, vous savez ce que nous pensons. Puisqu'on est à la Chambre de commerce, la métropole ferait mieux d'y rester et de vendre le bâtiment qu'elle est en train de construire dans un appel d'offres ouvert pour faire entrer de l'argent dans ses caisses. Ça lui éviterait peut-être d'augmenter les impôts l'année prochaine. Bon, ça, c'est notre position. Mais cela étant, nonobstant cette position, je pense qu'on peut se poser la question de ces préemptions de bâtiments dont on ne sait pas ce qu'on va faire 3 ou 4 ans après, ce qui est quand même un coût
que supporte le contribuable. Merci. Y a-t-il d'autres demandes de prise de parole? Non, Ludovic Bustos. Non, mais je prends acte. Simplement vous dire qu'on a une délibération cadre qui est en préparation sur la stratégie foncière qui sera probablement mise en débat au mois de juillet pour le Conseil métropolitain de juillet, où on essaiera effectivement de rendre un peu plus lisible le parcours et la stratégie foncière sur l'ensemble des sujets, parce qu'il y a des enjeux d'agriculture, de mobilité, d'habitat, d'économie. Et donc on va essayer de rendre effectivement un peu plus lisible tout ça. Pour ce qui est de ce bâtiment, il a été acté qu'il serait maintenu. Et après, oui, il y a un appel à projet. Parce qu'il y a une concertation qui est aussi lancée. Parce qu'il faut qu'il ait un devenir, mais il nous a semblé nécessaire de pouvoir le préempter à l'époque, parce que c'est quand même un véritable lieu clé de voûte sur Grenoble. C'est un lieu stratégique qu'on ne voulait pas laisser partir, on ne voulait pas laisser filer au privé sans y avoir réellement réfléchi. Et on le fait avec la ville, en étroite collaboration avec la ville. Merci. La parole est à Mélina Héranger. Oui, simplement une petite précision, puisque quand on travaille avec les agents qui sont effectivement dans les locaux dits locaux Hoche-Malraux, effectivement, ils sont bien. Sauf que ce n'est pas le cas de tous les agents. Donc il ne faudrait pas laisser penser qu'aujourd'hui, tout le problème est réglé dans ce bâtiment. Je pense qu'aujourd'hui, le fait pour des agents de faire beaucoup plus d'allers-retours qu'avant est difficile et tous ne sont pas dans ce bâtiment. Donc l'idée d'avoir un siège où on regroupe les agents, c'est quand même